La phase de l'interaction avec vous, l'assistant, je sais que vous brûlez d'envie de prendre la parole, le moment est arrivé, mais juste un rappel de ces ateliers praxis de réflexion, c'est toujours dans une perspective de recherche, de production de connaissances, qu'il y ait de l'objectivité. Donc on sait que ce sont des questions qui sont lourdes, ce sont des questions qui sont graves, qui font le plus souvent appel à nos passions, c'est des questions qui touchent vraiment, mais essayons le maximum aussi dans nos interventions, dans nos questionnements, d'avoir une certaine once d'objectivité et dans une perspective de recherche. C'est là que nous pourrons ensemble produire ces connaissances nécessaires à l'action. Et donc nous allons commencer à distribuer la parole en commençant par la gauche. Oui, je suis un peu de gauche, désolé. Merci beaucoup pour la parole. Je me nomme Balima Jidikael. Je suis étudiant en Master 1 DIP à Ouaga 2. Et tout de suite, le docteur Rassablga Ouedraogo a pris l'exemple du Rwanda, donc du génocide au Rwanda pour illustrer. J'aimerais savoir si au Burkina Faso, à l'état actuel, est-ce qu'on ne peut pas parler de génocide au Burkina, ou tout au moins de germe génocidaire au Burkina Faso? Merci. Je suis Moumini Niaoné, je suis docteur en médecine et spécialisé en santé communautaire et comportementale. Alors, lors de la présentation du docteur Rassablga, il a dit que le Burkina a changé. Quand j'étais petit, on nous a appris les 3 luttes. Lutter contre les feux de brousse, lutter contre la divagation des animaux et contre la coupe abusive des bois. Et aujourd'hui, on voit que, par exemple, il y a une forêt classée qui est risquée parce qu'on veut construire un hôpital qui est très... En fait, si on regarde les déterminants de la santé, on se demande comment les décideurs peuvent poser ces actes-là. Mais on se rend compte que les acteurs politiques sont inaudibles face à ce problème parce que simplement ils ont peur de l'électorat, etc. Ils ont peur de se faire indexer. Et c'est ce qui, effectivement, aussi, on note quand on regarde un peu les problèmes liés au terrorisme dans les zones qu'ils ont citées. On a vu, par exemple, que les acteurs de la santé sont moins denses dans l'Est et au Sahel, et les gens n'en parlent pas assez. À Ouagadougou, si vous prenez la densité des gastro-entérologues, par exemple, on en a 40 au Burkina, on trouve 17 à Ouagadougou et les restes dans les autres régions du Burkina Faso. Mais personne n'en parle. Les ministres passent, ils repassent et ils repassent, mais personne n'en parle. Si tu oses t'attaquer à ce problème, tu es parti. Et cette hypocrisie généralisée est un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans ce pays. Maintenant, par rapport à ce que Dr Diallo a présenté, j'ai entendu Dr Diallo dire l'armée a peut-être tué plus que les terroristes, si je ne me trompe pas. Alors, comme c'est un homme de science, je voudrais demander s'il a des sources d'études publiées ou pas publiées, mais qui lui permettent de faire cette affirmation qui est très importante à mon avis. Et pour terminer, la présentation de ce soir me confirme que les acteurs de la santé peuvent contribuer énormément dans cette crise terroriste que nous rencontrons. Nous avons beaucoup de gens qui viennent nous voir, mais malheureusement, nous ne contribuons pas parce que la lutte contre le terrorisme est essentiellement militaire et ça ne va jamais marcher. Merci. Je suis Jordan Meda, je suis journaliste à infowakat.net. Alors déjà, ça fait beaucoup d'informations en même temps pour ce soir. Donc je dis merci aux panélistes. Mais j'ai quelques petites questions à poser. Déjà, le docteur Rassablga Ouedraogo a parlé de la stratégie de peau de léopard, si je ne me trompe pas. Enfin, j'ai pas bien compris en fait ce à quoi ça renvoyait. Et le docteur Diallo a tantôt parlé aussi du fait que les conflits se nourrissent du terrorisme, si j'ai bien compris aussi. Alors moi, j'ai pas bien capté en fait, pour parler de un français, j'ai pas bien capté le lien en fait entre ces deux phénomènes. Et troisièmement,
On dit que l'État est absent dans le nord et dans l'est du Burkina. Il faut reconquérir ces zones-là, oui. Mais comment on y arrive quand on sait que le budget de l'État est déficitaire? On prévoit, mais on n'arrive pas à engager des ressources pour mener le combat comme il le faut. Voilà, c'est ça mes questions. Merci beaucoup. Mon nom c'est Nibié Zakari. Je suis également étudiant. Ma question s'adresse au docteur Assablaka Ouedraogo. Il a énuméré les causes du fait que le Burkina Faso est devenu la cible du terrorisme. Et l'une de ces causes, c'est le changement de stratégie. Et il a dit que cette stratégie était amicale, celle qui était entretenue par l'ancien régime. Et parlant des solutions du terrorisme, qu'est-ce que vous préconisez? Vous préconisez que le gouvernement actuel puisse renouer avec cette stratégie amicale, auquel cas on pourrait retourner à la case de départ comme le faisait l'ancien régime, ou qu'est-ce que vous préconisez exactement? Merci beaucoup. Moi, c'est Dr Diallo Daouda, je suis le secrétaire général du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'est ma première fois de participer au panel de Free Afrique. Je trouve que, en tout cas, c'est l'occasion de remercier les initiateurs parce que j'ai beaucoup appris, très sincèrement. Maintenant, je me vais directement à mes questions. Est-ce que les termes qu'on utilise, les qualifications, conflit intercommunautaire, conflit communautaire, est-ce que c'est vraiment les termes appropriés? Parce que moi, à mon entendement, j'ai l'impression que c'est trop fort quand on dit conflit communautaire ou conflit intercommunautaire, parce que moi je trouve que c'est plus de conflits locaux. Parce que dans un village, tout le monde n'est pas pour ce que les malfaiteurs sont en train de faire sur pour tel individu ou tel individu parce qu'il appartient à telle autre communauté. Donc, parce que quand on dit conflit intercommunautaire ou communautaire, c'est comme si il y a toute une communauté contre une autre. Pourtant, on n'est pas à ce niveau. Est-ce que ce n'est pas très fort ces qualifications? Deuxièmement, par rapport aux chiffres enregistrés de par les recherches, comme quoi les FDS ont fait plus de victimes sur les populations que les terroristes. Pour ceux qui doutent de cette préoccupation, il faut juste se référer au récent rapport de Human Rights Watch où tu vas dénombrer qu'il y a 116 victimes des FDS qui sont victimes avérées des exactions. Ça, c'est avec le rapport de Human Rights Watch. Les victimes ou les atrocités qui ont été commises par les terroristes, il y a que autour de 40. Donc, rien que ce rapport te dit clairement que les FDS commettent plus de dégâts sur le terrain, ce qui amène la population vraiment à ne pas cautionner leur travail et à les accompagner. Deuxièmement, ce qu'il faut ajouter, c'est qu'on dit très souvent que la population n'accompagne pas les FDS. C'est très faux. Moi, je vous donne un témoignage d'un responsable du SOUM qui un jour a appelé les FDS pour leur dire que on dit qu'il y a une vague de touristes qui arrive avec des motos, ils sont à 30 km. À 15 km, il a signalé. À 7 km, il a signalé. Quand ils sont arrivés, il a dit, ah, ils sont là. Le commissaire a fermé, les policiers se sont mis en civil pour quitter les lieux. Est-ce que vous pouvez dire que la population n'accompagne pas les FDS? C'est trop fort. Voilà, donc... Docteur, il faudra essayer oui, d'être je vais terminer. le plus succinct possible. Oui, je vais très nombreux. Je vais terminer parce que oui, maintenant. Il faut comprendre qu'il y a la pression aussi sur nous. Voilà, donc c'est l'occasion pour nous de nous exprimer. Pour ce qui concerne l'aspect qui consiste à gagner la guerre avec le peuple, pas seulement avec les militaires, je pense que je m'inscris sur cette dynamique parce que tant qu'on ne va pas impliquer la population locale dans cette guerre, elle va être vaine et nos FDS vont revenir parce que quand le financement va s'épuiser, ils vont revenir et vont nous livrer. Merci. Merci, docteur. Julien Rémy, pardon, sociologue. Le docteur Diallo a dit que pour éliminer les Koglo-Ogo, c'était assez simple. Fallait combler le vide. Parce que les Koglo-Ogo avaient comblé un vide. Est-ce que l'État burkinabé aujourd'hui a les moyens de combler ce vide? Est-ce que on a les moyens d'assurer une couverture sécuritaire
sécuritaire, sanitaire, en matière d'éducation, etc., satisfaisante sur l'ensemble du territoire burkinabé, sans s'appuyer sur d'autres forces que celles de l'État? Voilà une première question. Je vais vite, hein. Moi aussi j'avais plein de... deuxième question, on a parlé de la crédibilité de l'État qui est en cause, on a parlé d'une crise de confiance entre les populations et ceux qui sont censés les représenter. Nous avons donc affaire à un État qui n'est pas parvenu à s'enraciner au plan local. Est-ce que cela n'interroge pas aussi le processus de décentralisation au Burkina Faso? Est-ce qu'il ne faut pas s'interroger sur le processus qui a été mis en œuvre depuis 1993, je crois, et s'interroger sur un potentiel appui sur d'autres forces, encore une fois, que celles de l'État, comme la chefferie traditionnelle, par exemple? Quelle est la place de la chefferie traditionnelle dans le processus de décentralisation actuel? Chefs qui ne parviennent plus aujourd'hui à jouer leur rôle d'arbitrage qu'ils pouvaient jouer auparavant. Et troisième question, et dernière question, sur les mécanismes endogènes de prévention des conflits. Est-ce que le contexte de rivalité accrue autour des ressources que décrivait le docteur Ouedraogo ne conduit pas à rendre ces mécanismes inopérants aujourd'hui, et ne sont-ils pas à réinventer, tout simplement? Voilà. On a déjà 6 intervenants qui ont posé pas mal de questions. Pour qu'on ne s'éloigne pas, on ne perd pas le fil, on va leur proposer de répondre très rapidement à ces 6 questions et nous passons la parole à la rangée qui ne l'avait pas encore eu. Alors, qui commence en premier? Ok, il y a de la chorégraphie dans l'air. Ok, merci. Alors, je crois que Dr Daouda a répondu à la question. Mes sources, quand je dis que les FDS ont tué beaucoup plus. Mais permettez-moi quand même de rappeler. Parce qu'il y a des gens, on ne peut que les tuer. Mais il y a d'autres. Lorsque le monsieur est désarmé, tu le trouves dans sa chambre, tu le fais sortir. Ce monsieur-là, remets-le à la justice. Mais on le tue. Prenons seulement ces derniers mois, cette année 2019. On prend Kiembolo, ou comment on appelle le coin là, le site orifère, après, dans le Soum là-bas. Mais ils sont arrivés, ils ont mis le feu. Il y a même les femmes qui vendaient le riz, la morte comme ça, calcinées. On ne sait pas combien de personnes. Oublions cela, il y a quelques 3 semaines, ils sont arrivés à Kobawa, ou comment on appelle le coin. Ils ont arrêté 42 personnes. Je crois que le lendemain, on a trouvé les 31 là, mortes. Ils sont allés plus loin, il y a un village, 26 personnes. Je peux peut-être, que je dise clairement, peut-être on va me dire c'est pas ça. Donc il y a 42 qui ont été au marché de Kaboa. C'est au marché on les a arrêtés. 42. Les 31 personnes là, exécutées. On continue et puis ils vont, je crois que c'est le entre Bel-Ede et Filio. 7 personnes ont été tuées. Filga Faere, à l'est de Filio, 26 personnes arrêtées et tuées. Niagel, 2 km de Tongomaïl, 1 personne tuée. On continue comme ça, c'est pratiquement tout le temps. Si vous faites le décompte, vous allez trouver que, j'ose pas le dire, mais peut-être que Korluego et Djihadi sont des anges parfois. Excusez-moi de le dire. Oui, peut-être sur cette question, sans faire de la polémique, observez juste une chose que tout le monde sait voir. Combien de fois chacun d'entre nous a entendu des accusations extrêmement graves de cette nature, de la part de chercheurs, de la part de journalistes, de la part d'organisations locales comme d'organisations internationales? Combien de rapports de l'Assemblée nationale connaissez-vous sur la question? Combien de commissions d'enquête de la justice nous ont donné des comptes là-dessus? Combien de procureurs ont-ils communiqué là-dessus? Combien d'enquêtes administratives dans les forces de défense et de sécurité ou dans d'autres corps de l'État ont-ils fait le point là-dessus? Combien d'autorités religieuses sont allées enquêter là-dessus? Je salue au passage des rapports récents, mais c'est pour dire que c'est ça qui nous amène à être des peuples de ceci ou de cela. Si nous avons des accusations qui s'entassent, et bien sûr, les collègues qui en parlent et qui posent des questions, c'est que c'est absolument choquant d'entendre cela.
Et on voudrait bien que ce soit faux. Mais nous, en tant que chercheurs, quand nous avons interrogé des populations du Nord, nous avons entendu des choses de cette nature qui sont extrêmement graves. Je vous le dis, il y a plus d'une dizaine de personnes qui nous ont dit, docteur, nous ici, on préfère les terroristes, ils nous préviennent avant. Donc c'est pour dire que c'est l'inconséquence des acteurs stratégiques de la société qui nous conduit à cette situation. Dans un pays normal, civilisé, je vais dire le mot, l'Assemblée nationale n'a pas d'autre chose à faire que de faire des rapports d'enquête. Et j'interpelle tous là-dessus. Ce n'est pas la majorité, ce n'est pas l'opposition, il s'agit de toute l'Assemblée nationale. Dans un pays normal, les magistrats qu'on a augmentés devraient en donner des conséquences. Quand on entend que c'est parce qu'ils sont armés que la justice ne peut pas se faire, on est en train de dire que moi, Rassablga, je dois chercher mon arme et après la justice me laisse tranquille. Il s'agit de savoir dans notre pays où se trouve l'inacceptable. Est-ce que l'inacceptable n'est-il pas atteint quand des rapports internationaux, des rapports nationaux, des chercheurs, des journalistes nous disent ce que nous entendons tous les jours. Tous les jours. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est ça qui va nous permettre de prendre en charge l'ensemble de ces problèmes de façon civilisée, de sorte que chacun ne rentre pas aiguiser son couteau pour sortir, trouver l'innocent qui est à côté de lui et fabriquer d'autres injustices. Et je rappelle une fois la comparaison avec le Rwanda. Moi, je ne suis pas sûr, je ne connais pas comment, pour qualifier un massacre de génocide, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je laisse le soin à ceux qui peuvent faire ça de le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que tous les génocides sont passés par l'étape dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas l'étape 0. Nous sommes à une étape qui est plus loin que l'étape 0. Il y a un chercheur ici qui nous a dit en janvier la gravité de ce que c'est que des populations rurales à Yirgou qui se lèvent, qui prennent armes blanches et armes à feu, qui vont tuer leurs voisins, qui vont se coucher, le matin ils vont refaire encore sans être calmés, et 3 jours de suite. C'est pour ça que je dis que notre pays n'est plus le même. Yirgou, ce n'est pas une zone de guerre où il y a eu des relents de personnes traumatisées par la guerre ou quoi que ce soit, pour que la violence inouïe s'exerce comme cela. On a dépassé une étape. Et cette étape dépassée, la justice devrait nous rendre compte, les institutions de la République devraient nous en rendre compte. Et j'insiste là-dessus, hein. C'est notre responsabilité collective. Ce n'est pas pour dire que personne n'est responsable. C'est pour dire que les institutions de la République, y compris les intellectuels, y compris les syndicats, et ainsi de suite, nous devions tous prendre notre part dans ce qui arrive et faire en sorte que on sache que l'inadmissible est atteint et qu'on mette le haut là. Est-ce que les personnels de santé peuvent faire beaucoup de choses? Je suis tout à fait d'accord. Parce que jusqu'à présent, dans les représentants de l'État qui sont attaqués, ils sont les moins attaqués. Ça veut dire donc que les services de santé contribuent aux yeux de ces, y compris ces messieurs-là, ont une image moins problématique aux yeux de ces messieurs. Et c'est pour ça que je considère que les services de santé de l'armée doivent également se déployer là. Mais ce n'est pas juste une opération de com. Ça va être systématique. L'armée a des compétences en ophtalmologie en plusieurs lieux. Il ne faut pas les garder à Ouagadougou et puis ronronner entre nous ici. Il faut les déployer là-bas. Ce n'est pas parce qu'on est en guerre que je le dis. Hein. Dans le rapport de la commission de la réconciliation et des réformes qui a été publié en septembre 2015, nous l'avons dit de façon très claire. L'armée doit aller aider les populations dans le Sahel à faire le zaï, à préserver l'environnement. C'est comme cela qu'elle va se réhabiliter aux yeux de ces populations. Je reviens un peu en arrière sur les accusations très graves contre les forces de défense et de sécurité. Il ne faut pas qu'on se trompe. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille tirer sur nos forces de défense et de sécurité. Il faut comprendre le dénuement dans lequel ils sont également. Dans notre pays, il y a un soldat qui est monté contre les terroristes sur Kwame Nkrumah. Le bouclier a cédé. Le soldat est mort de ses blessures. Où est la polémique sur cette question? Un bouclier, ça ne coûte pas 3 billions de francs CFA. Si vous montez contre des personnes que vous ne connaissez pas, parce que vous ne connaissez pas la géographie simplement, si vous voyez un nombre simplement, vous tirez dessus. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Ce n'est pas pour expliquer, excuser quelqu'un, mais c'est pour simplement dire la situation dans laquelle nous sommes demande de chacun d'entre nous qu'on joue notre responsabilité. Il faut interpeller qu'elle s'assure que les ressources sont mises là où il faut. Je fais juste une observation en passage. Le budget de l'année 2019 a augmenté le budget de la sécurité et de la défense en gros de 75 milliards.
par rapport à 2018. Mais nous avons, dans le même temps, le budget initial, programmé plus de 100 milliards pour augmenter les salaires. Je ne me fais pas des amis en disant cela. Mais si nous ne regardons pas cette vérité-là, eh bien, ça va nous bouffer. Est-ce que je pense qu'il faut que l'État ait une stratégie amicale? Non, ce n'est pas ça. Ce que nous avons fait les années antérieures, c'est affreux. On nous a dit que le Mali était attaqué et nous, on ne faisait rien. On nous a dit que le Mali était attaqué, y compris par des armes des gens à qui nous donnons ici le gîte et le couvert. C'est le retour du bâton. Il faut que nous l'assumions. Et en conséquence, il faut en prendre toutes les leçons. Parce que il faut savoir ça de façon définitive. Hein. Si vous appelez tous les chefs djihadistes, vous les amenez à Kossiam, vous les faites tout ce que vous voulez, ça va baisser un peu. Hein. Ils ne peuvent plus arrêter, hein, même s'ils veulent. Aujourd'hui, ce n'est plus eux qui ont la main définitivement. C'est nous qui avons la main, pas seulement par la sécurité militaire et policière, mais aussi par l'ensemble des politiques qui sont requises pour faire cela. Le terme conflit communautaire, quand on dit les conflits communautaires, on ne veut pas dire que tout le monde est dedans. Hein. Que tout le monde est d'accord que tous les Mossis de Yurgou sont contre les peuples, tous les peuples de Yurgou sont contre les Mossis de Yurgou. Non, ce n'est pas cela. Parce que même dans les cas extrêmes comme le génocide rwandais, il y a de braves Hutus qui ont été sauvés par de braves Tutsis. Et qui ont sauvé de braves Tutsis. Donc, ça existe ainsi dans tous les cas. Mais précisément, c'est ça que l'ennemi nous empêche de voir. À partir du moment où les peuples deviennent des individus mathématiques interchangeables, où les Mossis deviennent des individus mathématiques interchangeables, c'est là que tout est foutu. Mais je préfère, moi, le terme conflit communautaire au terme conflit ethnique parce qu'il est beaucoup plus connoté. Mais en tout état de cause, nous sommes dans une situation qui est beaucoup plus difficile que ça. Il y a les questions du collègue. Est-ce que l'État a les moyens de se réhabiliter au niveau local? Je crois que notre État a un minimum de moyens. Ce qui nous est posé comme question, et ça c'est génial au fond, que le terrorisme nous interpelle là-dessus, et les conflits communautaires. On ne peut plus dire, on amène tous les médecins bien formés, spécialistes à Ouagadougou, tous les bitumes à Ouaga 2000, l'éclairage à Ouaga 2000, les maigres moyens que nous avons, on met ça au profit des petites élites urbaines, et puis on est tranquille. Vous faites ça, ça va exploser sur Kwame Nkrumah encore. Ce qui nous est donné, qui nous est renvoyé en face, c'est nos politiques publiques des années antérieures, qui sont des politiques de fabrication d'inégalités territoriales. Donc, la question fondamentale d'abord, c'est pas est-ce qu'on peut, c'est est-ce qu'on a fait l'effort maximum qu'on peut. C'est ça le fondamental. Et deuxièmement, je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut plus regarder la question comme l'État seul, et l'État c'est une entité impersonnelle, l'État c'est le président et ses ministres, et puis nous on n'est pas dedans. Non. L'histoire du développement des pays, il y a plusieurs pays d'Europe aujourd'hui où quand vous êtes sur les rues pavées, vous ne vous rendez pas compte que c'est des populations qui sont sorties déposer leurs pavés devant leur rue. Et ça, il faut qu'on organise cela. Il ne faut pas que partout à Ouagadougou, à l'intérieur du pays, on attende qu'une force tierce qui est l'État, pendant qu'on ne paye pas suffisamment d'impôts, que cet État arrive et puis organise notre développement à notre profit. Il est temps qu'on reprenne l'initiative communautaire pour rattraper le sous-développement partout où on le peut. Mais encore une fois, cela n'exclut pas, bien au contraire, la responsabilité de l'État. Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'État est la forme moderne la plus sophistiquée, la plus civilisée de protection des communautés aujourd'hui. Si vous êtes 20 millions d'habitants, vous ne pouvez pas faire sans un État moderne. Et cet État moderne, le peu de moyens que nous avons, il faut qu'on le mette en place. Sur la décentralisation, je suis tout à fait d'accord. Il y a un bout du rapport qui parle de cela. Nous avons un processus de décentralisation dont il faut faire le bilan aujourd'hui. En particulier sur les questions foncières et immobilières. La question foncière n'a jamais autant, dans notre pays, elle n'a jamais été autant gérée de façon criminelle que par la décentralisation. Donc il faut qu'on se pose des questions. On a suivi un processus dans lequel on a transféré des prérogatives à des maires, c'est vrai, à des élus sans transférer les ressources, c'est vrai, mais les prérogatives qu'ils avaient de lotir, on sait ce qu'il en est devenu. Donc là également, il nous faut sortir des dogmes pour dire c'est la décentralisation qu'il faut faire. Non, il faut sortir des dogmes. Mais sortir des dogmes veut dire qu'on regarde courageusement la situation et qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour précisément réinventer ces mécanismes. Là, je vais dire un dernier mot. Il est extrêmement important que nous ne vivions pas simplement comme des héritiers. La parenté à plaisanterie, ce sont des gens qui l'ont créé pour la nécessité de vivre ensemble. Toutes ces questions de liens communautaires qui ont été fabriqués sur des décennies, sur des siècles, ce sont des hommes qui l'ont créé. Où sont nos ingéniosités collectives aujourd'hui? C'est la question qui nous est posée. Et quand nous proposons dans le rapport de faire en sorte que
dès le mois de juillet-août, tous les jeunes qui ont 16 et 18 ans, je n'ai pas dit les jeunes, dit plus jeunes, j'ai dit tous, suivent un même cycle de formation aux réseaux sociaux, de formation à l'informatique, de formation à l'histoire de leur pays, de formation à la diversité du pays, à la tolérance religieuse. Je dis parle de tous les jeunes. Dans un programme national, on a défini les modalités dedans. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'ambition de créer de la nation. Et cette ambition de créer de la nation, elle doit être portée par nous tous. On ne peut plus dire, ouais, nos parents ont inventé la plaisanterie, elle est suffisante aujourd'hui, elle est essoufflée, il faut la réarmer avec de nouvelles institutions. Et ça appelle du génie collectif. Ce n'est pas une histoire du président de la République, ce n'est pas une histoire du ministre, ce n'est pas une histoire du seul député, c'est une histoire de nous tous. Et de ce point de vue, si nous empoignons cette situation, nous avons la chance de faire en sorte que le défi qui nous est lancé nous permette d'en sortir plus grand, parce qu'on aura créé de nouvelles humanités pour penser EN et penser AN également, le vivre ensemble. Merci beaucoup. Avant de donner la parole, j'aimerais quand même que le Dr Diallo réagisse à une question de l'assistance. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État burkinabé, au regard de ses insuffisances objectives, peut-il décréter ou décider de la suppression des groupes Koglo-Ego? Alors, ma réponse va vous paraître un peu bizarre. Chez moi, les Koglo-Ego de Zignaré ont été créés chez moi, un village Peul. Et ils nous rendent d'énormes services. Malheureusement, de l'autre côté, ils sont allés tuer des Peuls. Donc, lorsqu'on tue 210 personnes, le bon sens aurait voulu qu'on dise qu'il faut les supprimer. Mais après réflexion, moi je crois que les Koglo-Ego qui sont engagés dans cette tuerie-là, c'est eux qu'il faut arrêter et les juger conformément à la loi. Et on attend pour que les Koglo-Ego meurent de leur propre mort. Supposons qu'on essaie de les supprimer et qu'ils fassent comme les djihadistes là, ils se retrouvent quelque part. On aura deux fronts. Et ils peuvent le faire. Parce que les Koglo-Ego, c'est des anciens voleurs, tout le monde le sait. C'est des anciens voleurs. C'est une chance de les avoir dans un seul et même mécanisme. Ça, c'est une chance extrême. Donc, si on bousille tout de suite ces mécanismes-là, ils vont encore se retrouver ailleurs et d'autres même vont aller pour rendre service aux djihadistes et on est encore foutu. Bref, non, je crois qu'il faut les laisser mourir de leur propre mort. Il ne faut pas se presser. Par contre, il faut juger les Koglo-Ego tueurs. Merci, M. Diallo. Donc, nous allons passer la parole à ceux qui veulent la prendre dans la rangée de droite. Ma première préoccupation, c'est la sécurité de ce monsieur docteur Dassabalga. Le 8 décembre 1998, j'ai lu tristement la solution par le mortel de Norbert Zongo, où il disait on va me tuer. Je disais mais est-ce que c'est vrai? Et finalement on l'a tué. Au niveau des réseaux sociaux et un peu partout, on m'a dit qu'on va tuer le monsieur là, docteur Dassabalga. Et on me dit il est où? Mon enfant, Dassabalga là, il est où? Qu'on va le tuer. Et vous, tous, je n'ai pas vu de réaction. Vous voulez qu'on le tue 20 ans après et on ne va rien faire. Il est menacé de partout. Les victimes de Koglo-Ego, les victimes des terroristes, les victimes, etc. Mais lui, là, l'éveil de conscience qu'on va tuer là. Ma fille, vous avez dit quoi? Bientôt on va le tuer. Faut-il attendre 20 ans après pour venir parler de lui? La question est la suivante. Qu'est-ce que nous avons fait moi-même pour le protéger, lui? Puisqu'on va le tuer. Voilà, la deuxième question est la suivante. Un président a été élu démocratiquement, il a prêté serment pour nous protéger. Vous dites que c'est les Koglo-Ego, Diallo. C'est pas lui. Mais c'est le président. S'il ne peut pas nous protéger
faut donner la présidence à lui là. Il va nous protéger. Un mort, 2 morts, 3 morts. Et on est là. La mort, le RIP là n'est rien. Ça ne rime à zéro. On tue les gens. Et personne ne dit mot. Et lui il est assis à Kossiam. Et il ne dit rien. Mais s'il ne peut pas, allez lui dire, les gens vont donner des pouvoirs là. Diallo, il va nous protéger. Ce n'est pas les Congolais, hein. Ce n'est pas les gouverneurs qu'on a relevés. C'est le président. C'est lui qui a prêté serment pour nous. Si moi je suis mort, mais mon enfant va dire que c'est le président qui m'a protégé parce qu'il a prêté serment. J'ai fini. Je m'appelle Prince Regago Guilende Premier. Vraiment, je suis venu trouver vraiment les débats, c'est très bien. Mais je voulais m'appesantir sur l'école euro. L'école euro a été créée chez moi, dans mon village, dans ma commune, comme la commune de Rassablaga. Oula. Mais les Burkinabés n'aiment pas s'inspirer de bons exemples. Les Congolais, toutes les couches sociales, ils ne théorisent pas. Quand ils prennent quelqu'un, ils vont donner à la gendarmerie. Et si tu reviens, on te dit de renoncer à ce que tu fais. Tu donnes 7500, on fait un communiqué et tout le monde vient, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voler. Ça, c'est le vol. Si tu refuses, si tu as un baptême, personne ne vient. Si tu as un décès, personne ne vient. Les Congolais ne menottent pas, ne frappent pas. Chez nous, ce n'est pas possible. Mais le gouvernement, personne ne les a encouragés dans ça. C'est que les gens, les Congolais des autres contrées, là, nous, on ne les reconnaît pas. On ne les reconnaît pas. Deuxièmement, quand je parle des bonnes pratiques, les Américains ont formé les Burkinabés. J'ai été même formé avec PDF 2 sur les probables envahissements des terroristes au Burkina. Il y avait les communes comme Arbinda, Oyouya, Goursi, Korom et Dori. Et ça te donne. Allô? Voilà. Ce que je veux dire, que peut-être les présidents n'ont pas dit, le Nord, partout les problèmes viennent du Nord. Le Nord a été abandonné pendant plusieurs années. Quand on prend le goudron qui quitte Ouaga pour aller à Djibo, ça fait combien d'années? En 2009, j'ai interpellé. Je vais vous demander de faire... D'accord. Non, il faut qu'on donne des dates pour que de 20 mai 1958, Wézen Koulibaly, dans son discours programme, le gouvernement devait quitter Mopti, Ouaouia, Tougan, Dédougou, Bobo. La route a été déclassée jusqu'à présent. Donc, quand quelqu'un vient comme ça, il dit voilà, vous êtes abandonné. Non, même Ban, les camps militaires étaient Ouaouia. Il est 21h17 minutes. Aussi, donc, vous le faites court ou nous serons obligés de passer la parole. C'est pour dire qu'il y a des causes économiques. Quand on dit, merci beaucoup. Nous avons compris qu'il y a des causes économiques. Merci. Moi, c'est Thomas Baramzare. Je suis opérateur économique, ancien maire, Chaché. Voilà. Je suis présentement président de l'association des anciens maires. Je voulais donc dire que je retiens d'abord le manque de justice. De tout ce que nous avons, moi j'ai entendu ici, il y a le manque de justice, la mauvaise gouvernance, le manque de politique cohérente des politiciens, ça il faut le dire. Et puis il y a également aussi une chose, donc tout ça conjugué me fait poser la question à savoir comment mobiliser nos ressources naturelles si on a un État défaillant ou si par contre le mensonge politique est la chose la plus partagée. Parce que là aussi il y a un problème en matière politique. Parce que lorsque les gens, beaucoup m'appellent le politicien, moi je dis je ne suis pas un politicien, moi je suis un politique.
Voilà ce que j'aime toujours dire. Parce que j'estime que le politicien, c'est celui qui est capable de vendre sa maman. Et j'en suis pas capable. Il y a également aussi les violences en politique. Surtout, par exemple, après l'insurrection, nous avons vu en 2016-2017 les différentes... j'ai jamais vu autant, en tout cas, de violences inouïes que nous avons pu constater finalement lors, donc, surtout des élections locales. Là également aussi, ça a quand même déchiré, j'allais dire, il y a eu une fracture au niveau donc de la population. Le règlement de compte politique. Et pour terminer, comme vous l'avez déjà fait même d'ailleurs, je n'ai pas encore lu le livre, mais ce que j'ai pu déjà entendre, je vais le lire, c'est que vous avez proposé qu'on y réfléchisse pour qu'il y ait, j'allais dire en tout cas, des grands projets structurants qui soient réfléchis par l'ensemble donc de la population, qui à la limite même qui est consigné, et que les politiciens, comme je l'ai dit, qui sont capables de vendre leur maman, même s'ils viennent, qu'ils puissent trouver finalement en tout cas les voies et moyens pour accompagner et arriver finalement à un objectif. Je prends par exemple le cas, l'appel de Gawa sur l'éducation. Voilà par exemple quelqu'un qui avait une vision et qui est encore aujourd'hui, j'allais dire, plus que d'actualité. Merci beaucoup. Vous posez votre question. Bonjour, je suis la parole à ceux qui Dabo. sont un peu plus Je voudrais déjà les termes terrorisme, djihadisme, je voudrais qu'il y ait quelques éclaircissements par rapport à ça, parce que certains disent qu'il ne faut pas dire djihadiste, ça interpelle ou ça incite certains jeunes à s'engager, à faire certaines choses qui ne sont pas bien. Je voudrais aussi dire que pourquoi sur la question du terrorisme, les politiques, moi je suis politique, nous n'arrivons pas à nous retrouver pour en discuter parce que ça devient une affaire pratiquement du régime en place, une affaire où on a l'impression que l'opposition n'est interpellée que lorsque ça ne va pas. Je me dis que tous nous sommes des citoyens du Burkina Faso et nous pouvons apporter certaines contributions. Et je voudrais interpeller et je vous demande aussi pourquoi est-ce que le régime en place n'interpelle pas l'opposition, n'interpelle pas, pourquoi pas aussi la société civile, afin qu'on voit ensemble, ce soir c'est une belle tribune, quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour éradiquer le terrorisme. Et je voudrais aussi ajouter, pourquoi ne pas manager, pourquoi ne pas négocier avec les terroristes. Mon nom c'est Évariste André Bazier. J'ai écouté les panélistes, je suis vraiment édifié. Et je voulais en fait parler de, comment on appelle, la circulation illicite des ALPC. J'ai vu que dans vos différentes communications, il n'y a pas eu, c'est pas ressorti. Est-ce que la circulation illicite de ces ALPC là ne constitue pas un facteur? Voilà. Parce que quand vous pouvez préciser ARPC pour tout le monde. Ok, armes légères et de petit calibre. Voilà, quand on prend un peu la situation sociopolitique du Burkina, et depuis depuis 1966, avec l'insurrection, les différents coups d'État, avec la révolution et autres, on a vu que il y a eu, les civils ont facilement eu accès aux armes. Souvent, il y a eu des mutineries, peut-être les armes ne sont pas rentrées. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça peut constituer un facteur? Et même quand on prend les Kolowego actuellement qui sévissent, et ils ont peut-être une certaine facilité à s'enquérir des armes. Est-ce que Free Afrique a un peu, comment on appelle, édité ou bien pense vraiment faire une étude sur la circulation illicite des armes légères et de petit calibre au Burkina? Merci. Merci, M. Bazier. Je m'appelle Abdel Pitroapa, je suis analyste à l'ambassade des États-Unis. Sans vouloir sortir du cadre et du thème de la soirée, je me permets de demander, dans ce contexte ambiant de terrorisme, d'écoles fermées, de forces de défense et de sécurité qui ne maîtrisent pas une vraie sécurisation du territoire, au Sahel, à l'Est, au Nord et maintenant au Centre-Nord, dans quelles conditions l'élection présidentielle et les élections législatives peuvent-elles se tenir fin 2020? 18 mois avant les échéances, on est déjà en pré-campagne avec au moins 5 candidats, mais on peut se poser la question, dans quelles conditions la tenue de ces élections-là, sûre et transparente, est possible? Merci. Moi, c'est Yago Valentin, je suis économiste au niveau du Conseil économique et social.
Et moi, je vais demander, à faire une recommandation aux différentes recommandations que le docteur Rassablega a données, et particulièrement refonder le débat public. Ne limite pas le cadre là, que si possible que ce débat puisse être délocalisé sur des télévisions et qu'on puisse, que tout le peuple burkinabé puisse entendre cela. Et c'est ça, surtout les journalistes parmi nous, qu'ils puissent relayer vraiment ce débat-là. Sinon, c'est vraiment alarmant la situation. Et aussi par rapport à la communication du docteur, j'ai eu des grincements, des pincements au cœur quand il donnait sa communication. Et comme il est déjà de l'ethnie, et j'ai vu, il s'est beaucoup plus appesanti sur l'aspect, le terrorisme des Kologuyoro. Et je pense que si c'était sur un plateau de télévision que beaucoup entendent cela, c'est comme une stigmatisation également. Et moi, je demande à ce qu'on puisse peut-être travailler à ce qu'on puisse comprendre mieux les termes, les concepts. Et puis, djihadisme. Parce que si on dit les colorations de terroristes, la population comprend directement que c'est comme ceux qui sont venus tuer ce Kwame Nkrumah. Et ça donne une autre connotation. Donc, peut-être trouver un moyen pour mieux communiquer sur cet aspect. Et moi, j'attendais beaucoup plus sur le terrorisme des djihadistes. Parce que c'est ça qui a été révélé depuis le 16 janvier 2015. Donc, vous n'êtes pas beaucoup appesanti sur ça. Peut-être vous avez mis beaucoup plus l'accent sur le cas de Yirougou pour parler plus de terrorisme des Kologuyoro. Et si cela était sur un plateau, vraiment, si tout le peuple entendait cela, ça peut être amenant à une révolte encore contre vous. Donc, vraiment, trouver des Dès que vous dites donc, vous vous répétez. Ok, vraiment, merci beaucoup et bon courage. Je salue le docteur, c'est lui qui m'a encadré à ma soutenance et je profite de lui dire merci encore pour la formation qu'il m'a donnée et je suis en tout cas très honoré. Gildas Poda. Alors, des fois, je me perds sur les notions de conflit communautaire, conflit intercommunautaire. Donc, j'aimerais avoir quelques précisions terminologiques par rapport à ça. Ensuite, je voudrais savoir, enfin, le docteur Rassablega Ouedraogo a parlé de découvertes de pétrole et autres, qui sont en fait des facteurs géostratégiques. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut lutter contre ça. Voilà. Et enfin, bon, ça c'est peut-être une recommandation. Je souhaiterais, parce qu'apparemment le terme ethnie est un terme qui cause beaucoup de conflits, de soucis en fait. On a vu le cas au Rwanda et autres. Est-ce que on ne pourrait pas plaider pour que l'on, même si c'est pas supprimer ce terme, mais vraiment faire, en fait, oublier ce terme-là. Voilà. Merci. Merci. Je pense qu'on a surtout affaire à un énorme problème de crédibilité de l'État et il en va de notre responsabilité collective de le condamner. On ne peut pas laisser, je suis désolée, je ne peux pas vous laisser dire, docteur Diallo, que les Koglogo armés devant le chef de l'État étaient là pour assurer sa sécurité. Non, c'est le GSPR qui assure la sécurité du président. Avoir des gens armés devant le chef de l'État, c'est un gros problème du coup de crédibilité derrière. Ce qui fait qu'ensuite, vous ne pouvez pas motiver des FDS à aller dans des endroits où, quand leur chef suprême des armées n'a pas une certaine crédibilité, et surtout quand lui-même ne s'est rendu qu'une poignée de fois dans ces zones-là, effectivement, c'est dur ensuite de les motiver. Si cet État peine à être crédible, à ce moment-là, est-ce qu'on peut s'appuyer sur d'autres forces? Et peut-être, est-ce que la chefferie traditionnelle a un rôle à jouer? Et si oui, est-ce qu'on peut vraiment concilier État de droit et chefferie traditionnelle? Merci. C'était pour faire une observation. Donc le docteur Rassablega, vous avez dit que l'inégalité a été créée par le gouvernement et ce qui accentue le problème du terrorisme. Et donc, moi, je suis une fervente, comment dirais-je, supporter de l'approche prophylactique, c'est-à-dire prévenir l'évolution du terrorisme dans nos régions telles que le Sahel.
Mais en même temps, revenant à vos propos, prioriser les priorités les plus importantes, c'est bien quand nous pensons à ramener l'État dans ces zones à risque, mais aussi il faut accentuer que l'action militaire, au vu des attaques les plus récentes, prône sur ramener l'administration de l'État dans ces zones à risque, parce que peut-être que nous serons allés trop vite en besogne et mettre à risque la vie des innocents. Donc c'est l'observation que j'avais à faire. Si. C'est Ouedraogo Youssoufou, ancien chercheur en SVT, Université Joseph Kizerbo. Monsieur, pour le docteur Diallo, bon, il a dit qu'il y avait beaucoup de conflits et que quelques jours après, quand il repartait, les gens revivaient ensemble correctement parce qu'il y avait des mécanismes. Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'ils ont creusé un peu sur ces mécanismes? Parce que ça peut être, si c'est des mécanismes résilients, c'est tant mieux, parce que là, ça maintient un peu le sentiment d'appartenance à la nation. Mais si, les mécanismes, si c'est la résignation, là, ça effrite le sentiment d'appartenance à la nation. Et ça crée un terreau fertile au recrutement des terroristes et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est ça, je voulais voir si vraiment ils ont creusé sur ces mécanismes-là pour savoir si c'est la résiliation ou si c'est la résignation. Voilà, je m'arrête là. J'aurai l'occasion de discuter avec les autres après. Merci. Merci, professeur Ouedraogo. Donc, c'était la liste des intervenants. Avant de passer la parole à nos deux panélistes, je voudrais faire écho au cri de cœur de Tasra Ouedraogo Tasta sur Saodogo Tastas. Voilà, sur la sécurité du docteur Rassabga Ouedraogo. Nous comprenons que c'est un cri de cœur et je pense que beaucoup de personnes qui fréquentent l'Institut Free Afrique en sont conscients et qu'ensemble, nous devons nous battre pour la liberté et travailler à préserver cette liberté qui va au-delà de la vie du docteur Ouedraogo qui effectivement a reçu des menaces, l'Institut Free Afrique a reçu des menaces, mais il faut qu'ensemble nous nous mettons debout, nous formons ce que les Français appellent un cordon sécuritaire, mais ici ce sera un cordon de liberté au-delà de sa personne pour l'ensemble de notre pays, parce que sans cette liberté de penser, sans cette liberté d'agir, nous allons droit au but et nous devons tous travailler à maintenir cette liberté. Et Tastas, vivement que tu touches du bois, parce que de Norbert Zongo II, nous n'en voulons plus dans ce pays. Voilà, c'était ce que personnellement je voudrais dire et je sais que tous ici, nous sommes des combattants pour cette liberté. Voilà, messieurs les panélistes, le docteur Diallo avait commencé, on vous avait fait subir la dictature gérontocratique. Maintenant, je pense qu'on va inverser, c'est le docteur Ouedraogo qui va répondre. Merci beaucoup pour l'ensemble des questions. Je ne sais pas si je dois dire quelque chose sur la sécurité. Je veux juste dire qu'il y a quelques collègues, je me souviens, Yacinthe, toi et d'autres avaient également reçu des menaces. C'était après Yirgou. Voilà. Et bon, nous, ça fait longtemps qu'on a des menaces. Hein, ça a été à un moment donné les gens du respect, c'était compliqué. Ça a été le 20 septembre 2015 quand des gens ont demandé qu'on tire sur nous derrière l'AECO. Mais il faut dire que c'est relativement nouveau ce qui nous arrive en ce moment. Bon, nous, peut-être qu'il faut qu'on écrive le testament, mais moi je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans les travaux de recherche et j'en suis passionné. Mais ce que je veux vraiment dire, c'est que le moment historique est inédit. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Parce que de mémoire de Burkinabé, on ne connaît pas cette situation où on se massacre autant. On ne connaît pas cette situation où l'État est complètement dénié dans son existence territoriale, la souveraineté nationale est violée. Donc cela mérite que nous prenions un peu plus de risques que cela, même s'il est vrai effectivement que je veux bien aller au cimetière de Gunguin, mais surtout pour aller en hommage à Norbert Zongo plutôt que d'aller être dans le jeune, quoi. Voilà. Mais bon, rassurez-vous, on continue notre job. Alors, je veux partir sur les toutes dernières questions. Ce que le docteur Diallo a dit sur le fait qu'il y a une constance dans le fait que quand il y a des conflits, quand les communautés, en particulier nomades, se déplacent, et quand on revient quelquefois, on voit une sorte de normalité. Je me demande si on ne peut pas y mettre l'hypothèse d'une régulation par la violence dans le cadre de l'exacerbation de la concurrence pour les ressources. Si les ressources sont rares, on se dit, ok, si on crée des problèmes et qu'ils partent, on renormalise.
parce qu'il y a des travaux très importants qui ont été faits dans le cadre de l'Inde pour montrer qu'il y avait des modalités de régulation comme telles qui, en gros, pour aller vite, visaient à diminuer le nombre de bouches qu'il y avait dans la région ou visaient à faire en sorte que il y ait moins de personnes qui viennent qui viennent dans la concurrence pour les ressources, en particulier les ressources environnementales. C'est une hypothèse à creuser. Ce que Sarah Kam dit, à savoir, est-ce qu'il n'est pas dangereux de ramener l'État là où il est déjà fragilisé? Bon, je vais y répondre de façon très concrète. Il y a une réponse du gouvernement qui est une très bonne initiative, hein, qui a été de dire le terrorisme ne peut pas simplement être combattu par la force sécuritaire, il faut une force multidimensionnelle. Et c'est ça qui a créé le programme d'urgence du Sahel. Et dans le programme d'urgence du Sahel, il y a des composantes très importantes sur le développement communautaire, sur les résiliences locales à renforcer, ainsi de suite. Mais sauf que ce programme a plusieurs problèmes. Le premier évident qui est devant nous, c'est que ce n'est plus le Sahel qui est en cause. Et du reste, c'est pour cela que son périmètre est en train d'être élargi. Le deuxième problème qu'il a, c'est que ce programme est plombé par tous les problèmes de l'État burkinabé. À savoir qu'on s'est assis à Ouagadougou, au ministère des Finances, on a dit, ok, à Dori, on va faire ci, à Djibo, on va faire ça, à Djigbel, on va faire ça. Dans le cadre de nos enquêtes, nous avons rencontré beaucoup de maires du Sahel qui nous ont dit, ils nous ont appelé un jour pour dire, monsieur le maire, on a une école pour votre village dans le cadre du PUS, où est-ce qu'on met cela? Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a eu aucune consultation et nous militons réellement pour qu'il y ait avec méthode, avec précaution, qu'on aille demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme problème. Pour, dans le cadre du programme d'urgence élargi maintenant, on puisse y répondre. Mais quand je parle de ça, ce n'est pas dans une année, c'est dans les semaines qui viennent. Parce que ce programme est en restructuration, fort heureusement. C'est le moment de l'incliner vers les priorités des communautés. Parce que si vous avez une histoire de forage qui fait que les gens ont des difficultés à boire de l'eau, toutes les questions liées au fait que les bœufs et les hommes se rencontrent pour boire de l'eau sont exacerbées. Donc si des réponses ciblées, on peut faire cela. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut que demain matin, l'État, on amène l'État à Yirgou pour aller déployer les enseignants qu'on va attaquer après-demain. Il s'agit d'abord de constater une première chose, qui est que les déplacements de population les amènent vers des régions où encore il y a de la sécurité. On va à Dori, on en revient sans grand problème. Mais Dori a reçu beaucoup de réfugiés et Dori, il faut en faire une place forte, de la même chose que Fada, de la même chose que comme Waïguya. Ce sont des capitales où il faut aujourd'hui faire de la massification pour recevoir les populations en détresse dans ces lieux-là, mais au moins s'assurer qu'à partir de ces capitales, il y a un bourgeon de réhabilitation de l'État, de réhabilitation de la crédibilité de l'État, qui fait donc qu'on peut reprendre la main là-dessus. Maintenant, sur le manque de justice, on est tout à fait d'accord. Hein, c'est extrêmement important de parler de ça. Maintenant, il y a une question qui a été posée par un collègue sur qu'est-ce qui arrive en 2020, aux élections. C'est une très bonne question. Regardez, dans notre pays, nous votons dans les écoles. Il y a plusieurs centaines d'écoles, voire des milliers d'écoles qui sont fermées aujourd'hui. Comment on va voter en fin d'année 2019? On va dire, c'est pas grave. S'il y a 1 million d'électeurs à moins, comme ce qui se profile, je n'ai pas dit de population d'électeurs à moins. Le président Kaboura a été élu avec 1 500 000 électeurs. S'il y a 1 million d'électeurs à moins, ce n'est pas grave. On va voter avec les restes des populations vont voter. Sauf que cela va renforcer la situation actuelle, qui est laquelle? En réalité, le fait que l'infrastructure publique, les politiques publiques ne bénéficient pas à certaines régions est lié à la faiblesse politique de ces régions. Et si ces régions ne votent pas, il y aurait une faiblesse politique plus importante. S'il n'y a pas de vote à faire à Djibo, il n'y a pas de promesse électorale à y faire. Donc, il y a rien, du reste, quand il y a des promesses électorales, on ne sait pas ce que ça va arriver. C'est pas quand il n'y en a pas du tout qu'on va avoir quelque chose. Donc, il faut vraiment s'en préoccuper. Et c'est pour cela que nous semble-t-il, je pense qu'on a mis dans cette étude dans laquelle c'est dans le rapport 2019, si économie burkinabé 2019, nous nous inquiétons fortement de ce qui arrive à la CENI. On espère que c'est réglé, mais il faut traiter ça avant que demain on se réveille avec des problèmes. Parce que les élections de 2020 sont exceptionnelles à tout point de vue. Pour la première fois, la diaspora va voter. Ce n'est pas une mince affaire. Hein? Tous les meilleures ressources humaines de la CENI vont vouloir aller dans la diaspora, ça va plus perdre. Or, pour la première fois, nous allons voter en temps de guerre. Or, pour la première fois, nous avons les élections les plus ouvertes, les plus disputées. Et pour la première fois, nous avons des élections pendant que l'administration publique est complètement délitée. Donc, il y a plusieurs problèmes qui se superposent
qui font que les élections de 2020, et pour la première fois, en tout cas, la difficulté électorale de 2020, c'est également celle de notre voisin ivoirien. Donc il y a vraiment quelque chose, une conjonction de circonstances qui font qu'on peut penser à des scénarios noirs, pas pour que ça vienne, mais pour les conjurer. On a lancé cet appel dans notre rapport de 2019, on insiste là-dessus. L'agenda électoral doit être traité dès aujourd'hui de façon précautionneuse. On ne va pas penser simplement que c'est pas grave, comme Ouagadougou peut voter, Bobo peut voter, Wayugia, et ainsi de suite, il n'y aura pas de problème. Non, ça va avoir des conséquences durables sur nous si ça continue. Donc, je voudrais profiter de cela pour indiquer ces réponses urgentes à mener. Bon, sur les terminologies, terrorisme, djihadisme, bon, moi, j'aime pas beaucoup le mot djihadisme parce que comme ça vient la radicale est un concept religieux majeur. Si vous accordez aux terroristes qui sont des djihadistes, le musulman qui veut faire le djihad, le grand djihad, c'est la violence contre ses propres dérives. C'est d'abord ça. On est en plein mois de djihad. Le mois de carême chez les musulmans, c'est un mois où on apprend à dompter soi-même ses propres dérives, ses propres excès, où on apprend à se contrôler davantage. Eh bien, si c'est ça l'enjeu, si vous dérivez ça comme cela, vous jetez ça en pâture, vous dites que c'est la propriété des terroristes, et vous dites que c'est du terrorisme djihadiste, vous avez des problèmes. D'autant que, quand vous regardez dans le monde, il y a beaucoup d'autres formes de terrorisme qui n'ont jamais été, on n'a jamais parlé d'autres formes à partir d'un radical religieux que précisément chez les terroristes, sauf quand on parlait des tueurs des seigneurs au niveau des seigneurs de guerre vers l'Afrique centrale, peut-être la LRA précisément, pour parler de la LRA. Donc ça c'est extrêmement important. Maintenant, il y a une question, j'aime bien que les questions comme cela, pourquoi on ne négocie pas avec les terroristes? C'est une très bonne question. Hein? La bravoure facile, c'est de dire, non, nous sommes le peuple de Burkina Faso, on négocie avec personne. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe si vous avez un jeune de Djibo qui a vu que quelqu'un, on ne sait pas qui, a tué son père et qu'il est dans une fragilité socio-économique majeure et qu'il a rejoint les autres? Moi, je rentre de Wayuga le week-end où un prêtre m'a dit, il faisait partie des prêtres qui avaient été arrêtés par les terroristes. Et il a été libéré. Il a dit qu'il a vu des gosses, c'est une manière de parler, qui tenaient des armes qui étaient quasiment plus grandes que lui, que eux. Et que là où on les avait raptés, les terroristes, les chefs terroristes ont mangé et ont donné les restes à ces gosses qui se sont rués là-dessus. Il y a une question qu'on va devoir traiter de façon sérieuse. Il faut qu'on l'anticipe. Qu'est-ce qu'on fait de ces gosses-là? Est-ce qu'on va dire, comme on ne négocie pas avec les terroristes, quand ils viennent, on les trouve, on les tue, ça va continuer d'alimenter les injustices. Mais de la même manière, moi je ne suis pas pour qu'on reçoive qui que ce soit de chef terroriste qui s'appelle Iyag Ali ou quoi que ce soit ici pour négocier quoi que ce soit. Parce que c'est l'impunité qui est en train d'installer cela. Donc il faut distinguer, parce que du reste dans la littérature sur le terrorisme, il y a ce qu'on appelle les terroristes captifs. Il y a des gens qui sont allés, qui sont dans la mouvance terroriste parce qu'ils n'ont pas le choix. Un peu comme dans les Korolego, hein. Il y a des gens qui sont Korolego parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et deuxièmement, il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas revendiqués. Donc on ne sait pas qui sont ceux qui sont derrière. Ce n'est pas une manière d'être faible, mais c'est une manière de reconnaître la complexité de la situation. J'ai eu le bonheur de discuter avec un chercheur il y a une semaine qui est allé discuter en prison, ici, avec un terroriste reconnu, pour ne pas dire qui c'est exactement, c'est celui qui a été arrêté à Royongo. Il explique pendant des heures son histoire. Quand il explique son histoire, je ne dis pas que vous comprenez pourquoi il est devenu terroriste. Mais vous dites qu'il y a des choses à considérer. À savoir qu'à un moment critique de sa vie, sa femme était enceinte, il avait besoin de 50 000 pour son accouchement, il l'a trouvé chez des amis qui étaient de l'autre côté. Donc c'est une manière de dire que la force, c'est également la capacité à reconnaître la possibilité que des frères à nous peuvent s'amender. Parce que, regardez, on a des prisons qui contiennent des centaines de présumés terroristes. Des centaines, je n'ai pas dit des centaines pour ne pas dire plus. Et il y a ceux qui ont aidé à faire l'appui logistique, ainsi de suite. Donc il y a vraiment une discussion complexe à avoir, mais encore une fois, il doit y avoir de la fermeté vis-à-vis des délinquants, vis-à-vis des mafieux, vis-à-vis des terroristes idéologiques
qui instrumentalisent tout cela. Sur la question des armes légères, est-ce qu'on n'a pas du rapport là-dessus? Dans ce rapport, il y a un chiffre qui est donné. En gros, il y a aujourd'hui 80 000 Kalachnikov qui circulent dans le Sahel. 80 000. Si vous imaginez que ces 80 000 Kalachnikov sont dans des mains qui ne sont pas des mains de force régulières, vous avez une armée qui dépasse les armées de ces pays-là, individuellement pris. Donc il y a quelque chose d'important. Et qu'ils nous souviennent également que nous sommes dans une région qui a quand même connu les 25 dernières années une économie de guerre. La guerre au Libéria, la guerre en Sierra Leone, la guerre en Côte d'Ivoire, les armes sont allées quelque part. Voilà, donc il y a effectivement cette question. Et du reste, il y a des collègues qui montrent très clairement des couloirs de trafic d'armes dans le Sahel qui montent, dans l'Est qui montent jusqu'au Sahel malien, qui sont des couloirs également importants de trafic de toutes sortes, y compris de la circulation des armes. Donc j'insiste vraiment sur les conséquences pour les élections, c'est très important. Sur le débat public, on a le bonheur que Savan FM va nous ramener ça dans la démocratie plus large avec tous, mais je vais insister là-dessus. Il est extrêmement important que nous nous rendions compte d'une chose qu'on ne sait pas assez. Pourquoi on tue des journalistes qui ne font qu'écrire? Précisément parce qu'ils alimentent le débat public et qu'ils l'orientent dans un sens. Et que quand le débat public est orienté dans un sens, il contribue à façonner l'opinion publique et donc, il impose un sens à la gouvernance. C'est ce qui est arrivé sur l'affaire des tablettes des députés. L'affaire des tablettes des députés, paix à son âme, c'était l'homme le plus puissant de la République, en tout cas dans le caractère. Il a dit, on s'en fout. Et puis le débat public a commencé à enfler. Il est venu dire, bon, nous, en tout cas, on aurait mis les tablettes. Y compris, il a dit ça publiquement. Imaginez un seul instant que cette polémique n'ait pas existé, mais qu'il y avait une polémique sur le bouclier du soldat. On allait avoir une chose importante. On allait éviter cette humiliation qui est qu'après, il y a des chancelleries qui sont venus nous donner quelques boucliers et on a applaudi, on a montré ça à la télévision. À un moment donné, il faut savoir qui nous sommes. Si nous sommes un peuple qui veut se prendre en charge, qui veut être digne de son destin de burkinabé, il faut qu'on se dise que ça, c'est des choses élémentaires que nous devons pouvoir régler et que c'est prioritaire à toutes ces discussions que nous avons sur le débat public, dans le débat public. Je ne sais pas si... Voilà, la question d'ethnie, bon, moi, j'aime pas beaucoup le terme ethnie, parce que historiquement, les ethnologues ont été des sociologues mineurs, parce que des sociologues des peuples mineurs, donc on ne peut pas les appeler nations, c'était des ethnies. Mais moi, je suis Moussi, et je pense que les Moussi étaient une nation, comme les Haoussa étaient une nation. Ce n'est pas une revendication farfelue, c'est des travaux d'historiens qui le montrent. Maintenant, la configuration historique fait qu'on est dans quelque chose de difficile. Ça, c'est la première raison pourquoi j'ai une réserve pour l'ethnie. Et la deuxième raison, c'est qu'on a une conception de l'ethnie qui nous est héritée de la colonisation aujourd'hui et qui pose un énorme problème. Qui dira que Rassablga est Moussi Yadga, donc il n'est que Moussi Yadga. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a des gens qui changent d'ethnie. Il y a des gens qui sont dans une pluralité d'ethnies. J'ai fait cette boutade à l'ouverture de la SNC en mars 2014 et j'ai dit que je vais créer une nouvelle ethnie. Je vais l'appeler Bobodula Mossi. Et bon, c'était une manière de dire que quand même, il faut reconnaître qu'une ville comme Bobodula est un melting pot dans lequel il y a des gens Moussi comme moi qui viennent de Wayugia mais qui nous sentons profondément de Bobodula et ainsi de suite. Il y a des gens qui n'ont pas d'ethnie dans le pays et il faut avoir le courage de le dire. Je peux citer, j'ai des neveux ici, aujourd'hui à Ouagadougou, je ne peux pas savoir de quelle nation ils sont. Donc ça, ce sont des questions importantes qui montrent la question de la mobilité de l'identité, de sorte qu'on ne s'enferme pas dans des ethnies qui seraient des prisons. Mais en même temps, comme l'a dit Kizerbo, il faut prendre le temps de tirer le meilleur de l'ethnie. C'est parce que c'est encore dans nos ethnies que sont organisées nos langues, c'est encore dans nos ethnies que sont organisées nos cosmogonies, nos conceptions originelles du monde. C'est encore dans les foyers ethniques que sont organisés l'héritage historique, un ensemble de choses. Donc, il faut qu'on s'engage peut-être à créer de nouvelles nations, de nouvelles ethnies, pour prendre le mot, pour régler ce problème-là. Tout à fait d'accord avec ce que Fanny a dit, et je vais terminer sur ce point. La question est une question de comment on rend notre État crédible. De ce point de vue, ce qui a été dit sur les Koroluego, moi j'ai des images du président Kaboré en Manga à l'occasion de la fête nationale où il est encerclé de Koroluego. En fait, il était allé les parler. Et c'est profondément choquant de voir cela. Mais en définitive, ce que je veux dire,
je constate une chose qui est très grave dans notre pays, ce que j'appelle la déresponsabilisation triangulaire. Le président de la République est mauvais, le ministre de la Sécurité n'est pas bon, le ministre de la Défense est problématique. Pourquoi on va me demander, moi, un effort? C'est très mathématique, c'est très logique, mais je le dis et je répète, c'est la mathématique de la mort. Si nous estimons que le problème c'est les FDS, et comme c'est les FDS, nous on n'a rien à faire. Le problème c'est les Peuls, comme c'est les Peuls, nous on n'a rien à faire. Le problème c'est l'autre, on est foutu. Il s'agit aujourd'hui très concrètement de se rendre compte que le défi est tellement grand que chacun doit y prendre sa part de responsabilité. Et notre part de responsabilité en tant que journaliste est très grande. En tant que chercheur est très grande. En tant que syndicaliste est majeure. En tant que politique, ainsi de suite, en tant qu'opérateur économique. J'insiste là-dessus. Je ne veux pas dire qu'on est tous responsables au même niveau. Mais le plus important, c'est est-ce que nous avons un rapport à notre pays qui vise à réhabiliter la paix dans le pays, qui vise à le permettre de traverser la crise, ou est-ce que ce que nous cherchons, c'est à savoir qui est responsable et qui ne l'est pas? C'est extrêmement important. Et en parenthèse, l'étudiant qui me demande comment on règle les problèmes du pétrole qu'on a découvert. Ce n'est pas ça. Je vous jure. Si vous enlevez, vous exploitez toutes les ressources du sous-sol africain et du Sahel et vous les amenez chez les Blancs et c'est définitivement fini, pour parler de façon prosaïque, on va encore avoir du terrorisme. Je ne dis pas que ça ne compte pas, mais il faut bien vous rendre compte d'une chose. À l'Est, ce qui est en cause, ce n'est pas qu'il y a des diamants à l'Est. Ce qui est en cause, c'est que des politiques iniques ont fait une gestion de la ressource forestière qui est une gestion inéquitable. Et que des populations aujourd'hui se sentent toutes à l'aise parce que quand des forces terroristes arrivent et les permettent d'exploiter des campements qui étaient confiés à d'autres que des populations locales, ça pose problème. Donc c'est une manière de dire, en définitive, ramenons la chose à notre niveau et évitons les faux fuyants. Korloego ne peut pas sécuriser une nation qui veut se développer. C'est définitif. Chef traditionnel ne peut pas gérer un État qui veut être moderne. C'est définitif. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de responsabilité. Mais la manière civilisée de résoudre le problème, c'est de construire un État. Qui ne soit pas un État total, mais qui soit un État juste, équitable, et réparti de façon équitable sur le territoire, et qui épouse principalement les problèmes des communautés, et qui n'est pas dominé par l'égoïsme des élites que nous avons aujourd'hui. Plus de 60% du budget de l'État reste à Ouagadougou. Ouagadougou fait le 10e de la population. Si vous ne réglez pas ce problème, on va toujours connaître de cette situation. Donc c'est une chance que cette situation également nous interpelle sur les politiques publiques qui sont injustes et iniques dans notre pays. Et il s'agit de construire des politiques publiques qui réhabilitent cet État de sorte qu'il fasse bon vivre dans notre pays. Bien, merci Rassabla Ouedraogo. Docteur Diallo, des éléments de réponse? Bien, juste quelques-uns. D'abord, une question relative à quoi les Kogloyogo. Le fait que je me sens un peu appesanti beaucoup plus sur les Kogloyogo, ça peut entraîner d'autres stigmatisations. Que ce soit clair, le fait de penser ce que l'autre pense de vous est déjà un gros problème. Lorsque vous voulez livrer la vérité, du moins la vérité comme vous la vivez, livrez-la. Ceux qui vont stigmatiser ou ne pas stigmatiser, ça c'est un autre volet. Je passe au second point. Le terme ethnie, il pose problème. Chez les Peuls, on dit, un peu, il y a un monsieur qui a dit, chez nous, il y a des montagnes de beurre. Un autre a dit, non, donc il n'y a pas de soleil là-bas. Et le premier a dit, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil, c'est parce qu'il n'y a pas de mauvais causeurs comme toi. En vérité, un mot ne pose problème que si dans ton esprit déjà tu avais une prédisposition pour ces problèmes. Ethnie, c'était d'abord tribu, c'était d'abord indigène, puis tribu, puis ethnie. C'est ceux de l'Est, notamment les Russes et autres, qui parlent de nationalité. Mais le mot n'est pas mauvais en lui-même. Le mot bâtard, c'est mauvais, mais ça dépend de votre façon de le considérer. Il y a des mots aussi qui s'appellent tampouré. Ça dérange qui? Ça dérange personne. Alors, peut-on réconcilier chefferie traditionnelle et état de droit? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut loger dans réconcilier. Par contre, j'ai vu quelque chose de merveilleux
que la chefferie a réussi à faire. Vous savez, les premiers jours, dès le début de l'année, les tueries ont commencé. Lorsqu'on a tué le chef de Yirgou, les tueries ont commencé, puis encore, et l'administration ne dit rien. Or, il se trouve que Yirgou, en vérité, Yirgou, au début, c'était des peuls, hein. Et puis les gens se sont retrouvés comme ça, et quand les gens se retrouvent, ils s'organisent pour trouver un chef. Ce chef-là a été nommé par un chef qui est suffisamment vieux, lui-même nommé par un autre qui est à Pisila, Pibaoré je crois, et c'est ce dernier qui a été nommé par le Dima de Boussouma. Donc, après les premières tueries, on pensait que l'administration allait faire quelque chose. Rien. Donc les Kogloyogo ont commencé à résoudre le problème à leur manière. Encore on a pensé que l'État va faire quelque chose. Rien. Mais si vous l'avez constaté, lorsque le Dima s'est déplacé, lorsqu'il a amené le forgeron qui a déposé l'enclume et pratiquement qui a maudit toute personne qui va faire ce qui s'est déjà passé, je crois qu'après ça, il n'y a pas eu de tuerie en tant que telle. Donc, la chefferie ne peut pas régler des problèmes de droit, mais la chefferie traditionnelle peut quand même accompagner. Ensuite, la question de mécanisme, est-ce que c'est une résignation ou résiliation? J'avoue que je n'ai pas encore réfléchi à ça, je l'avoue. Donc, je m'excuse. Puis, le terme djihadiste. J'étais au Mali il y a quelques jours, et là-bas, il y a un magistrat qui vient d'être nommé pour s'occuper un peu de la déradicalisation de ce qu'on appelle djihadiste et de ce que vous ne voulez pas qu'on appelle djihadiste. Les gens ne veulent pas se dire la vérité. L'islam, c'est une religion de paix. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis musulman, né d'une mère et d'un père musulman. Mais disons-nous la vérité. Le mot djihadiste existe. Ce n'est pas parce que nous aimons la paix que nous allons penser que nous sommes plus musulmans que eux, les tueurs. C'est une réalité. Ils revendiquent le djihadisme. Le djihadisme existe. Tous ceux qui lisent le savent. Tous ceux qui lisent le Coran le savent. Maintenant, si vous voulez qu'on se cache quelque part parce que nous aimons la paix, nous avons compris le Coran de la meilleure façon. Et donc, il ne faut pas dire djihadiste parce que ça va mettre d'autres mal à l'aise. En vérité, la question qu'on te posera pour la paix sera mal posée et une question mal posée ne peut pas donner une très bonne réponse. La question fondamentale, c'est quoi? Est-ce que le djihadisme par l'épée a été quelque part promu ou pas? Répondons à la question. Il y a des historiens, il y a des spécialistes de l'islam. Est-ce que ces gens actuellement qui tuent, qui font tout là, est-ce que dans la religion, on peut un peu penser à ça? Parce que ce n'est pas l'islam seulement. Combien de personnes ont été tuées au nom de l'église? Combien de personnes on dépose des brindilles, des branches, des brindilles, on les pose là parce que c'est des sorciers, on met du feu. Le cardinal est assis, il regarde. Mais aujourd'hui, l'église ne tolère pas ça. L'islam a atteint aujourd'hui un stade déjà dépassé par l'église, je crois. Et il faut qu'on voit correctement les choses. Est-ce que le djihadisme par l'épée a été est-ce qu'on en a fait qu'à quelque part, oui ou non? Si c'est oui, travaillons à ce que ça soit déconstruit dans l'esprit de ceux qui pensent ainsi. Si c'est non, tant mieux. Mais ne nous asseyons pas pour dire non. Si on dit djihadisme, aïe, ils applaudissent, donc on va me couper la tête. Non, bref, dès lors qu'on ne pose pas de bonnes questions, on n'aura pas de bonnes réponses. C'est pas possible. Je sais qu'avec lui, on a déjà discuté. Il dit que non, l'islam, c'est la meilleure des religions. Oui, le mot même le dit. Mais les religions sont ce qu'elles sont. C'est pas pour rien qu'on a dit c'est l'opium du peuple. C'est pas pour rien. Il y a des raisons. Peut-être essayons de déconstruire toutes ces bêtises que renferment les êtres humains, y compris les musulmans, et puis on se retrouvera. Par exemple, le camarade du Mali, il me dit, écoute, on va démontrer que l'islam c'est la meilleure des religions et donc on ne tue pas. Ah bon? L'islam c'est quoi? C'est le Coran. Le Coran c'est quoi? C'est le verbe. Le verbe c'est quoi? Qui maîtrise le verbe? C'est élastique. Le verbe est élastique. Le mot ethnie, lui il pense que c'est pas bon. Moi je ne trouve pas d'inconvénient dans ethnie. Lui il le reconnaît. Il dit non, bon, essayons deux. Non mes frères, regardons la vérité en face.
Posons-nous de bonnes questions et essayons de les résoudre. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes au cœur de ce que c'est que ces ateliers praxis, par l'ensemencement du lendemain par la réflexion. Il est exactement 22 h, je crois, et nous sommes à la fin de ces rencontres. Les échanges auront été d'une qualité intellectuelle extraordinaire. Et cela aussi est dû à la qualité de nos deux panélistes, le docteur Rassabga Ouedraogo et le docteur Issa Diallo, que je vais vous demander d'acclamer encore une fois. Mais tout cela n'aurait été possible aussi sans votre présence massive et votre intervention, en tout cas très riche, pour permettre d'alimenter le débat. Alors je vais vous demander de faire encore un banc pour vous-même. Nous avons certes commencé avec quelques retards, mais ce qu'il faudrait retenir de ces ateliers praxis, de tout ce qui a été dit ici, pour ce qui concerne le Burkina, cela renvoie au questionnement que nous avons eu dès le départ. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Où allons-nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Mais surtout, comment est-ce que nous pouvons travailler à ensemencer demain? Et je me dis que je vais reprendre un peu ces airs que l'oreille collée au sol, j'entends parler demain. Et le demain que j'entends parler, ce n'est pas le demain de la déresponsabilisation collective, mais c'est le demain de cette prise de conscience collective que nous sommes à un point historique où il y a eu d'abord dans les années 60 ce qu'on appelait les pères fondateurs. Il est temps aujourd'hui pour notre génération d'avoir ce que j'appelle les fils et les filles continuateurs de l'histoire de ce pays qui ne peut pas s'arrêter au moment où il a 100 ans. Et cela demande l'engagement de tous. Il ne s'agit pas de pointer le doigt uniquement que sur ceux qui dirigent, en oubliant de nous-mêmes nous regarder en face. Pour reprendre la parole du docteur Diallo, il faut regarder la vérité en face avec toute sa splendeur, mais aussi toute sa laideur. Nous ne devons pas fuir ce que nous sommes devenus. Cette crise terroriste, cette crise sécuritaire, le docteur Rassabga Ouedraogo l'a dit, est aussi une opportunité pour nous d'oser inventer notre avenir. Mesdames, Messieurs, bonne soirée à vous et rendez-vous lundi 18h30 ici avec des chercheurs d'Afrique de l'Ouest, du G5 Sahel pour être plus précis, pour aborder la question des conséquences économiques de la crise terroriste. Bonne soirée, rentrez tous en paix et à lundi.